l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer. Le navire Taporo 7 est en train de prendre l'eau dans le port de Papeete. Pompiers, policiers et ministres de tutelle sont sur place pour se rendre compte des dégâts et surtout comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous serons en direct sur place avec David Chang et son invité. Les confessions religieuses unies dans la prière pour rétablir la paix en Ukraine. Près de 500 personnes sont réunies en ce moment même à la présidence. Troisième renvoi pour le procès de Jean-Paul Théron, faute d'expertise médicale. Aucun médecin du territoire n'a souhaité réaliser l'examen. Celui qui est accusé de violence et outrage crie toujours à la manipulation. Il est spécialiste en cardiologie et connaît les patients polynésiens sur le bout des doigts. Le professeur Defay revient en Polynésie pour traiter des malades atteints de troubles cardiovasculaires, mais aussi pour partager ses compétences à ses homologues. L'ISPF vient de livrer les résultats d'une grande enquête. Elle concerne les ménages, le rapport entre les générations ou encore le logement. Depuis 20 ans, le départ des jeunes s'accentue, mais la famille demeure un socle. Explication à suivre. Et vous découvrirez à la fin de ce journal une partie de l'histoire de Fakarava, Hawaiki Te Araru, de son ancien nom. C'est donc en fin de journée que les secours ont été alertés. De l'eau s'est infiltrée dans la coque du navire Taporo 7, alors même qu'il était amarré. En plein chargement de marchandises, les employés se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Sans plus attendre, nous rejoignons David Chang et Patrick Sing Sing sur place. David, est-ce que nous connaissons les causes exactes du sinistre ? Bonsoir Ayata. Alors avant de répondre à votre question, regardez tout autour de moi, le fret est encore à quai. Eh bien, vous le voyez, hein, il n'a pas pu être chargé totalement. Regardez le bateau qui est juste ici, le Taporo 7. Alors la cause de ce problème-là, ce serait une infiltration d'eau dans la coque qui aurait été causée par un oubli de fermeture d'une ouverture dans la coque justement. Voilà donc. Autre raison également, c'est que le bateau est particulièrement chargé ce soir. C'est la seule navette de la semaine. Du coup, voilà, on a beaucoup de fret qui a été chargé dessus. Peut-être plus que la capacité maximale que ce bateau peut soutenir. Avec moi, j'ai Michael Lecoq, le colonel directeur de la protection civile au commissariat. Alors, Michael Lecoq, est-ce que vous pouvez nous dire, on voit que les forces de l'ordre s'activent derrière, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le plan d'action ce soir? Oui, alors on a été alertés, nous, en fin d'après-midi pour cet incident sur le navire. Assez rapidement, les moyens du port autonome, mais également les moyens des sapeurs-pompiers de Papeete se sont rendus sur les lieux. La première action a été d'évacuer le navire parce que la vraie inquiétude était que celui-ci chavire dans le port. À cet instant, il est stabilisé, posé au fond. Et le plan d'action consiste à nouveau rétablir l'étanchéité du navire pour ensuite pouvoir pomper l'eau qui est à l'intérieur et lui redonner sa flottabilité et enlever ce gîte qu'on constate de visuel d'à peu près 20 degrés. Alors, du coup, on a plusieurs moyens pour faire cela. Il y a une pompe qui a été mise à disposition, également un générateur. À quoi vont servir ces deux choses-là ? Alors le navire a été, tout son système électrique a été mis hors service par l'entrée de l'eau dans les cales et donc de fait il est sans énergie. Donc pour ce faire, l'ensemble des moyens, que ce soit du port autonome, que ce soit les moyens de la ville de Papeete, les moyens de l'équipement, mais également les moyens de la Marine nationale ont été dépêchés sur les lieux pour tous ensemble rétablir une alimentation électrique qui permette d'étancher, de remettre en œuvre toutes les portes, mais également de mettre en œuvre des pompes qui vont permettre de se substituer aux pompes de cale. Ce sont des missions que vous réalisez souvent en tant que directeur de la protection civile au commissariat ?
Alors non, ce n'est pas des missions qu'on réalise souvent, fort heureusement, parce qu'en plus, et c'est également traité à cet instant, ce type de situation emporte un préjudice matériel, emporte un préjudice, vous l'avez dit, pour les gens qui attendent tout leur fret, mais également peut présenter un préjudice de pollution, et c'est pour ça aussi que tout un système de barrage anti-pollution est actuellement mis en œuvre autour du navire pour éviter toute pollution de l'océan par des hydrocarbures ou autres eaux de lavage. Vous êtes confiant, c'est ma dernière question, quant à la résolution du problème avant demain? Confiant, je crois qu'il appartient au capitaine du navire de le dire, parce que au-delà de rétablir une flottabilité du navire, au-delà de rétablir la gîte, je ne sais pas quels seront les dégâts à l'intérieur du navire. Donc avant nous assurons déjà que la sécurité des intervenants est assurée, et nous attendons encore les prochaines heures, j'irai, avant d'être vraiment totalement confiants. Voilà, en tout cas, Ayata, notez que le ministre de l'équipement, René Temeharo, a évoqué l'utilisation du Tahiti Nui pour pouvoir remplacer le Taporo 7 qui est actuellement immobilisé. Merci beaucoup, David, pour ces informations recueillies en direct depuis le port de Papeete. Les habitants des Raromat Ei sont donc appelés à faire preuve de patience. La guerre s'intensifie en Ukraine. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans le centre du pays, a été touchée par des bombardements. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelé l'armée russe à arrêter ses tirs immédiatement en alertant sur un risque d'explosion 10 fois plus gros que Tchernobyl. 1 million de réfugiés ont déjà fui le pays selon l'ONU. Dans le monde, de nombreuses initiatives de prière sont prises. Au Fénois aussi, vous le voyez sur ces images, toutes les confessions religieuses sont réunies pour prier pour les victimes et pour le retour de la paix, car elle n'a pas de frontières. On écoute ces réactions recueillies par David Chang et Patrick Sing Sing. La prière que Jésus nous a enseignée, que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les guerres prennent le dessus, où la méchanceté et la violence prennent le dessus. Il est important en tant que chrétiens et en tant que peuple de se lever. Aujourd'hui, nos frères et sœurs dans le monde sont en guerre, mais leur peine, c'est également la peine que nous ressentons ici. C'est très important, surtout ici en Polynésie, on est très spiritualité. Dès qu'il y a quelque chose, on se met en prière et on essaie d'apporter notre soutien. Peut-être pas matériel, peut-être pas humain, mais une présence spirituelle, ça touche aussi les cœurs des gens. Et c'est également ce conflit qui a retardé la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Alors c'est au travers d'une lettre adressée aux Français que le président de la République l'a officialisée à la veille de la date limite de dépôt. Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat, a-t-il écrit. Le faux suspense est donc enfin levé. S'il parvient à se faire réélire, cela sera la première fois qu'un président sortant décroche un second mandat en dehors d'une période de cohabitation. La liste officielle des noms des candidats pour la présidentielle sera publiée le 11 mars. C'est une affaire qui avait défrayé la chronique. Je vous parle de l'arrestation du docteur Jean-Paul Théran en septembre dernier. Il devait être jugé aujourd'hui, mais faute de médecins acceptant de réaliser une expertise médicale, son procès a une nouvelle fois été reporté. L'un de ses conseils juridiques s'interroge. Est-ce que ce n'est pas un dossier qui est monté de toutes pièces? Pour sa défense, les avocats du médecin prônent toujours la manipulation. David Chang et Mirko Vanfou. Faute d'expertise médicale, il ne pourra pas être jugé, mais le voici. Jean-Paul Théran s'est enfin remis de son arrestation. Un échange violent en septembre dernier et qui, selon lui, a failli lui coûter la vie. Il est poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée, des accusations qu'il nie en bloc. Tant la déclaration de la gendarme que la déclaration du clerc d'huissier sont des mensonges avec des éléments de vérité que j'ai reconnus moi-même lors de ma garde à vue. Certains points de leur affirmation sont vrais, les autres ont été fabriqués et je pense fabriqués aux ordres du parquet. Un des avocats du docteur Théran met d'ailleurs en avant les incohérences trouvées après examen du dossier. Vous prenez la déclaration de la gendarme et vous prenez la déclaration du jeune gendarme, c'est du copier-coller. C'était pratiquement du mot à mot. Alors on s'est posé la question, tiens,
Est-ce que ce n'est pas un dossier qui est monté de toutes pièces? Je souhaite que le président Macron soit démis de ses fonctions au mois d'avril et lors de la deuxième... Non, c'est eux qui sont responsables des ordres donnés au procureur de la République et à M. Saurin. C'est eux qui sont responsables d'au moins la moitié des gens qui sont morts. La procédure est initiée par le ministère public, notamment un clerc d'huissier et 2 gendarmes. Maître Mestre, avocat au ministère public, souhaite s'en tenir aux faits. Ça sert au docteur Théron et à d'autres de tribune. Moi, je ne suis pas là pour faire de la justice une tribune politique. Je suis là pour assurer la défense des intérêts de mon client qui est partie civile, qui a été victime. Tout le débat va avoir lieu là-dessus, bien évidemment. C'est notamment l'objet de l'expertise qui a été ordonnée, de l'expertise médicale de mon client qui a été ordonnée. 2 experts ont été mandatés par le tribunal pour faire un état général de la santé du docteur Théron. Le médecin attendu pour établir l'expertise du docteur Théron devrait arriver de métropole le 17 mars. Lui est déjà sur le territoire. Le professeur Pascal Defay du centre hospitalier de Grenoble, en mission au Fénois pour 8 jours, une vingtaine de patients atteints de troubles cardiaques lui ont été confiés. Un gain de temps et d'argent, car avec lui et les cardiologues locaux, désormais, a terminé les évacuations sanitaires. Les explications d'Ignacio Raveino et Jacques Damour. C'est par cette artère, la fémorale, que la sonde qui servira à mettre en place le stimulateur cardiaque va passer. Un procédé qui n'est arrivé au Fénois que depuis 1 an. Le professeur Pascal Defay est l'un des meilleurs spécialistes français de la rythmologie, une spécialité qui traite les troubles du rythme cardiaque. Habituellement, un stimulateur, c'est à peu près ça. Soit c'est un défibrillateur, soit c'est un tout petit stimulateur, mais qui se met au niveau pectoral. Et il y a des sondes qui sont introduites par les veines jusqu'au cœur. Maintenant, on a des nouveaux stimulateurs qui sont beaucoup plus sophistiqués, mais qui n'ont pas de sonde. Et ce stimulateur, le voici, à peine plus gros qu'une gélule. Celui-ci permet des opérations dites non invasives. D'une part, on sort beaucoup plus tôt, on reprend le travail beaucoup plus tôt. On peut pratiquement faire toutes les interventions en ambulatoire ou presque ambulatoire. Étant donné qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisation, il y a beaucoup moins de complications liées aux hospitalisations, c'est beaucoup moins traumatisant, ça n'a que des avantages en fait. Des avantages reconnus par les cardiologues polynésiens, ceux-ci admettent volontiers que leur spécialité ne nécessite pas d'opération à cœur ouvert. Le plus récurrent pour nous en rythmologie, c'est avant tout de mettre des stimulateurs cardiaques, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles du rythme, le cœur trop lent, et on est obligé de leur mettre une pile pour accélérer leur cœur, pour pas que leur cœur s'arrête, ou alors des gens qui ont le cœur trop rapide et qui font des syncopes ou éventuellement des morts subites, et on implante des défibrillateurs qui permettent de régulariser le cœur quand le cœur est trop rapide. Grâce à ce genre d'intervention, ce sont environ 60 patients polynésiens qui n'ont plus besoin d'être en situation d'évacuation sanitaire chaque année. Les familles polynésiennes résidentes dans plus de 30 îles passées sous la loupe de l'ISPF durant quasiment 2 ans. Des milliers de personnes âgées de 40 à 59 ans ont répondu aux questions pour la vaste enquête intitulée « Féti et Fénois ». Quelques grands chapitres de cette étude avec 2 verbes. Partir d'abord, Stéphane Ratino. Bonsoir Yata. Premier verbe, partir. On sait que c'est une réalité forte des villes insulaires. Il faut souvent aller en exode pour tenter de mener sa vie. Eh bien, on va voir qu'il y a une influence géographique entre le nord de la Polynésie et le sud. C'est pas tout à fait la même chose. On a plutôt tendance à partir au loin lorsqu'on est, par exemple, résident ici à Tahiti, aux îles du Vent. 56,6% des gens qui quittent cette partie polynésienne, eh bien, ils partent au loin, vers des frontières soit métropolitaines ou américaines. Et au sud, c'est l'inverse. On a plutôt tendance, on va le voir ici, avec le bateau. Je suis allé un petit peu trop loin. On va le voir ici avec le bateau qui reste à quai. Du côté des Gambiers, des Tuamotu, eh bien, c'est seulement 41% des gens, lorsqu'ils partent de chez eux, qui vont du côté des frontières extérieures, sans aucun doute un effet également des dynamiques familiales, des manières de vivre qu'on retrouve dans ce choix-là. Alors, la question, c'est pourquoi ? On sait d'ores et déjà que les migrations vont augmenter à travers le monde de manière très claire. Aujourd'hui, 3% des gens sont immigrés, mais on a un élément très fort, les guerres et la montée des eaux qui vont changer de manière considérable la manière de vivre sur ces îles. Pour l'instant, on a 2 motifs d'immigration ici du côté du Fénois. Tout d'abord, des motifs de travail qui sont plutôt métropolitains, on va le voir. Les gens qui partent en France, c'est au niveau de 2/3 pour un emploi. Et là, on voit quoi ? Le poids de l'armée dans les perspectives de carrière des jeunes gens. Bref,
un départ plutôt masculin. Par contre, lorsqu'on va à l'étranger, lorsqu'on va aux États-Unis, en Australie, etc., on va voir que là, on a un équilibre qui se fait, puisque 42% des gens qui partent pour ces destinations-là partent pour des études et 46% seulement pour un emploi. Alors, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Comment vivent-ils ? Effectivement, le verbe « rester », c'est là où on va avoir le socle, la famille, la solidité, la fraternité. On va voir qu'ici, eh bien, la famille, elle est encore une famille communautaire, contrairement au modèle anglo-saxon où c'est les parents, les enfants à 18 ans, bye bye, fais ta vie, ici, bien non. On voit que l'on reste ensemble. Et vous allez voir un chiffre très intéressant, 17% des plus de 40 ans vivent encore avec les parents. Donc il y a vraiment une transmission, parfois 3 générations sous le même toit, ou parfois 4 générations. On voit également que contrairement à ce qu'on peut penser, les gens ont plutôt une réalité quotidienne dans ces contacts-là. 66% des gens, eh bien, ils ont un contact régulier avec les parents. Un tiers, c'est tous les jours. Téléphone, bise, comment ça va ? Un peu le jardin, ou bien on va aider la mamie qui est en difficulté. C'est un élément très très fort des solidarités. Et en temps de crise, c'est vraiment un élément très fort pour continuer à regarder devant. Et puis sur l'habitat, vous en parliez, c'était aussi un élément de l'enquête. Eh bien, 95% des gens vivent dans une réalité de maison individuelle et on voit l'importance des politiques publiques. Plus de 20% d'entre eux ont un habitat au PH. Et donc, Stéphane, quelle est la conclusion principale de cette enquête ? On a été un peu coquin, on aurait dû mettre un S. Les départs sont importants. Depuis 20 ans, on a plus de départs que d'arrivées. Aujourd'hui, à Yatta, si vous voulez voir des cousins polynésiens, sachez qu'ils sont dans 49 pays répartis sur les 2 hémisphères de la planète. Merci beaucoup Stéphane Latino pour toutes ces explications. Et cette enquête sera également le thème de votre émission L'Invité Café demain matin. Eva Lelièvre, responsable à l'Institut national d'études démographiques, répondra aux questions d'Ibrahim Ahmedazi. Et justement, parmi ces Polynésiens qui quittent le territoire, vous l'aviez dit Stéphane, des jeunes sans emploi. En quête de vie plus stable, ils rejoignent alors l'armée. Elle a poursuivi sa campagne de recrutement à Ayatea. Sur cette île des Raromat, ils sont une quarantaine chaque année à s'inscrire au test de présélection. Une candidate et le recruteur répondent à Julien Vescovali. C'est plutôt la recherche d'un emploi, en cas où, quand j'aurai fini mes études, je ne trouve pas d'emploi, au moins je suis déjà inscrite pour vite passer. La première motivation pour les jeunes ici, je dirais que c'est l'aspect économique. L'aspect économique et social qui vont de pair. L'aspect patriotique, il est dans les motivations, mais il n'apparaît pas en numéro 1, non, très clairement. Chercher un emploi. Oui, un emploi, une stabilité économique, un épanouissement professionnel, expérience, etc. Et à l'issue des tests, seul un quart d'entre eux réussissent à décrocher un contrat. Direction Paris, à présent, où la vanille polynésienne fait encore parler d'elle. Elle a une nouvelle fois été récompensée. Manutea Vanille de Punaouia et Hapapé de Tapu-Tapuaté ont décroché 2 médailles d'or. Une double récompense qui donne un coup de projecteur à la fois économique mais aussi en termes d'image positive du Fénois. Un reportage au Salon de l'Agriculture signé Éric Santas et Emmanuel Gir. C'est une tradition dans le concours général, avoir de l'or sur son produit, c'est le bonheur assuré. Ce médaillon, avec la feuille de chêne, c'est un gage de qualité pour le consommateur. Quand il choisit d'acheter un produit médaillé, il est 100% garanti, 100% français, 100% traçabilité. La vanille de Tahiti en or, c'est une garantie de près de 40% d'augmentation du chiffre d'affaires. Mais pour en arriver là, il a fallu juger le produit. Et la vanille, comme le rhum ou le miel, c'est particulier à juger. Réellement, on peut avoir une jolie gousse, une belle couleur, une jolie taille, mais elle peut ne pas être aussi bonne au goût. Donc il faut prendre en compte les notes gustatives, les notes au palais, surtout la longueur en bouche. Et il faut aussi prendre en compte les notes sensorielles. C'est surtout les arômes qu'on recherche dans la vanille. Et c'est surtout ces caractéristiques-là qui doivent être prises en compte dans l'évaluation. Forcément, une telle récompense va encourager l'établissement vanille de Tahiti dans ses choix, son savoir-faire, mais aussi auprès du grand public. Pour nous, c'est un prix qui représente la reconnaissance du travail de nos professionnels, donc l'amour qu'ils mettent dans leurs produits, le produit phare de la Polynésie qui est d'ailleurs une fierté pour nous. Même si pour l'occasion, la Réunion, située sur le stand d'en face, a aussi décroché une médaille d'or. Mais il y a de la place pour tout le monde et surtout pour le plaisir du consommateur.
Ah oui, ça sent bon. Les Réunionnais et la Polynésie ne cultivent pas la même espèce de vanille. Donc ce ne sont pas nos concurrents, ce sont d'abord nos confrères des Outre-mer. Tahiti et ses îles sauront aussi convaincre les derniers résidents d'approcher de son joli espace. Les visiteurs ont jusqu'à dimanche pour goûter cette vanille incomparable, l'un des trésors de Tahiti. Et à l'Assemblée de la Polynésie, ce sont les marquises qui sont à l'honneur, et spécialement l'île de Oahu et ses œuvres d'art. Et nous savons combien ils n'ont rien à envier aux autres. Vous y trouverez des pièces uniques et de nombreux objets sculptés, des tikis de toute taille, mais aussi des tapas, des parures en graines et tout ce qui fait la spécificité de cet artisanat unique au sein du secteur de l'artisanat traditionnel. Ce sont les fruits d'un long travail réalisé par 41 artisans rassemblés dans le comité Tetautuhukau Uapau. Son président nous en dit plus au micro de Al-Ihwetif Afanaï, Jérôme Lee. C'est un salon qui marche chaque année, puisque quand on déplace sur Tahiti, il y a plus de visiteurs et de clients. Par rapport chez nous, dans notre île, comme il n'y a plus d'avions qui viennent à Uapau, pour ça on a voulu se détacher du salon des deux salons des îles Marquises, mais je ne dis pas qu'on ne vient pas aussi pour les deux salons des îles Marquises. Et vous avez jusqu'au 11 mars pour vous rendre à l'Assemblée de la Polynésie. Enfin, un peu d'histoire avec notre rubrique Aai Whenua. Saviez-vous que Fakarava était appelée autrefois Hawaiki Te Araru? L'île change de nom dans les années 1200. Je ne vous en dis pas plus, on voit cela plus en détail avec Corinne Tehiti et Heidi Ngo. Situé à 450 km au nord de Tahiti, l'atoll de Fakarava s'étend sur 16 km² de terre émergée. Il possède également la plus grande passe de Polynésie, Naruae, située au nord de l'atoll. Un espace protégé dans les années 1200 par le gardien Tahiri Vairau. À cette époque, l'atoll portait le nom de Hawaiki. Et au fil de l'histoire, Hawaiki devient Fakarava, Faka qui signifie beauté rare et Rava, rare dans sa beauté. Parmi les événements qui ont marqué son histoire, l'arrivée de 7 pirogues doubles. Des pirogues arrivant de Hawaï, de Rapa Nui, des Marquises, de Raiatea ou encore de Tahiti. Tous n'avaient pas la même distance à parcourir. Certains ont quitté leur île quelques jours seulement avant d'arriver ici. D'autres sont partis il y a plusieurs mois déjà. Mais ce qui est troublant, c'est qu'ils ont tous franchi la passe de Ngaruae au même moment. Pour accueillir ces navigateurs, les habitants de l'île ont organisé une fête. Et ces pierres marquent cet événement. Nous sommes dans un ancien village et là, on peut voir le coin cuisine. Et juste à côté, c'est l'endroit où ils faisaient des offrandes à leurs dieux. Mais aucun os humain n'a été retrouvé. Les archéologues ont découvert des restes de mammifères marins uniquement. Et ici, il y a ces pierres. Elles ne viennent pas d'ici. Ce sont des offrandes qui ont été déposées par les navigateurs. Des navigateurs curieux de découvrir l'île de Hawaiki. Et lors de leur escapade, ils embarquaient toujours un présent avec eux. Un caillou. Un site chargé d'histoire qui se perd peu à peu dans la brousse. Les conteurs de l'île espèrent que des mesures seront prises pour sauvegarder ces sites pour que l'histoire de Fakarava perdure.
C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce jeudi soir. L'Air Aromat est privé de marchandises. Vous l'avez vu dans ce journal. Le Tapporo 7 a pris l'eau. Il semblerait que le bateau aurait été trop chargé, plus qu'il n'en faut, semble-t-il, selon les premiers éléments. Le navire est donc à l'arrêt et ne pourra assurer ses rotations cette semaine. Les secours tentent depuis 18 heures de pomper un maximum d'eau qui s'est infiltrée dans la coque pour remettre le bateau à flot. À la une de votre quotidien, demain, la Dépêche titre sur cette grande enquête dont nous vous parlions dans ce journal, l'enquête FETI et FENUA. Votre soirée sur la première, 2 épisodes de la série Elementary, puis avant les aventures de l'enquêteur Al Dorsey, et vous pourrez suivre en fin de soirée les épreuves des Jeux olympiques paralympiques. Merci pour votre fidélité. Marouki Duri prend les commandes de vos journaux télévisés. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bon week-end et prenez soin de vous. On se quitte sur ces images d'exposition capturées à l'Assemblée de la Polynésie. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.